Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. Conversation du temps des fêtes, des conversations importantes quand on pense à la situation politique qui règne à Ottawa. Un premier ministre qui a l'impression qu'il était un peu désavoué par la plupart des membres de son cabinet, peut-être pas, mais en tout cas certainement de son caucus, ça c'est sûr. Et évidemment, une popularité à la baisse au niveau des sondages. Quelle est l'alternative? On parle de Pierre Poilievre, qui est le chef du Parti conservateur et qui, curieusement, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, on le citait dans le Devoir comme quoi il maintient un silence inquiétant sur les questions climatiques et on va en parler avec le directeur scientifique de l'Institut de l'énergie Trottier à Polytechnique Montréal, M. Normand Mousseau. Monsieur le professeur, bonjour M. Mousseau. Bonjour. Je vois en tête sous l'écran, alors qu'on échange actuellement, c'est écrit Poilievre et climat. Qu'en pensez-vous, M. Mousseau? C'est inquiétant, non? Ben, c'est inquiétant parce que quand on regarde au niveau de la planète, il y a une direction claire pour décarboner dans beaucoup de pays. Et je dirais, on aurait besoin d'avoir une vision plus large. J'étais en commission parlementaire il y a quelques semaines. Puis un des points que j'amenais, c'est aussi que une des raisons pour lesquelles on va si lentement au Canada, c'est qu'il n'y a pas de consensus entre les partis politiques sur la nécessité d'avancer sur ce sujet-là. Donc, pas nécessairement que tous les partis doivent être d'accord sur l'ensemble des mesures, mais on espérait que dans un enjeu d'importance planétaire comme ça, au moins tout le monde reconnaisse qu'il faut faire quelque chose et ça permettrait d'aller plus vite et de prendre des pas plus grands là, pour nous décarboner. Et c'est ça, je dirais, c'est le défi actuellement. Ça m'interpelle tellement, M. Mousseau. Vous savez, je ne sais pas si vous savez, mais en 2018, à peu près à cette période-ci, en décembre, j'avais demandé à tous les partis de s'unir autour d'une thématique qui aurait pu être celle de la campagne électorale de 2019, c'est-à-dire comment allons-nous atteindre nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Les partis s'étaient montrés intéressés, le Parti vert, le Bloc québécois, le NPD, puis les libéraux, évidemment, se sont dit, ben non, nous, on est ben trop bons pour ça, on ne fait pas partie de cette association-là, alors qu'ils auraient pu tendre la main. Et le Parti conservateur m'a strictement répondu, droit dans les yeux, ben non, on a ben trop de fun à achaler Trudeau avec sa taxe carbone. Alors, on est loin de la coupe aux lèvres. Vous avez parlé d'une commission parlementaire. Étiez-vous à Québec ou à Ottawa? C'est à Ottawa. Et donc, dites-moi en plus, parce que c'est intéressant de savoir qu'il y a une commission parlementaire qui traitait de cet enjeu-là et qui vous ont demandé de venir témoigner. Oui, en fait, c'était parce que le commissaire au développement durable a publié un rapport qui montrait que le Canada allait rater ses objectifs pour 2030. Et donc, c'est un peu pour discuter de ce rapport-là, la demande justement du Parti conservateur. À la demande du Parti conservateur, vous m'étonnez, là. Ben, on peut comprendre que c'est un enjeu où le gouvernement en place a quand même de la misère, même si, quand on fait, nous, nos modélisations, ce qu'on voit, c'est ce qui a permis d'avancer le plus là, en termes de transformation dans nos projections, ce sont des actions fédérales. Les provinces sont presque rien contribué depuis quelques années à des transformations là, en profondeur. Donc, c'est tout est tiré par le fédéral et le fédéral a de la misère à aller aussi vite qu'il voudrait. Donc, nous, on voit pas, par exemple, du tout comment on pourrait même s'approcher des objectifs de 2030 au niveau ni du Québec, ni du fédéral, ni du Canada, parce que les mesures à déployer à 5 ans de 2030, l'ampleur des transformations est trop importante pour qu'on y parvienne. Mais les seuls qui ont mis en place vraiment des transformations structurantes, c'est le gouvernement fédéral actuellement. Mais et d'ailleurs, c'est ce qui est un peu, je dirais, le mot désespérant n'est pas bien choisi, puisqu'il ne faut pas désespérer, mais qui est vraiment irritant de voir dans le Devoir aujourd'hui à quel point l'offre politique ne répond pas à ce besoin international que dans votre quotidien, vos élèves à qui vous enseignez, là, il n'y a pas de doute qu'on est dans une crise climatique actuellement. Comment réagissent-ils devant le peu d'offres politiques pour faire face à ce problème-là? J'enseigne en physique, donc on n'a pas beaucoup de discussions politiques. Oui, mais quand même, il le voit, le problème. Scientifiquement, il le voit. Ben oui. Absolument. Mais en fait, il voit bien que ça bouge pas. L'enjeu, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe. Moi, ce que je trouve fascinant, c'est que quand on regarde au niveau mondial,
la transformation, bouger, c'est aussi une façon de rester pertinent, de compétitif aussi, parce que une bonne partie de la transition, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre passe par des changements technologiques aussi. On peut pas juste dire on va arrêter de manger, on va arrêter de se déplacer. La société peut pas survivre. Donc, il faut trouver des façons de faire ça à plus faible impact environnemental. Et ça veut dire de l'innovation, ça veut dire penser les choses autrement. Et chaque fois qu'on fait du sur place ou pendant qu'on ne décide pas à bouger, eh bien, le restant de la planète avance et font les développements intellectuels, repensent qu'est-ce que devrait être l'avenir. Et nous, on va être condamnés finalement à juste suivre, à dire quelqu'un d'autre a fait le travail, quelqu'un d'autre a projeté un avenir qui l'intéresse. Comme nous, on n'a pas fait le travail, ben on va être obligé de s'accrocher à ce qu'ils font, s'accrocher aux choix technologiques, s'accrocher à des objets faits ailleurs et pensés ailleurs. Et avoir une économie d'exportation de matières premières qui auront de moins en moins la cote. Parce que parce que honnêtement, notre production pétrolière essentiellement vient des sables bitumineux, ou quand on est plus positif, on appelle ça les sables pétroliers. Mais est-ce qu'ultimement, il n'y a pas comme une sonnette d'alarme à activer, puisque oui, c'est une richesse importante, les sables bitumineux. Il y a beaucoup de pétrole là-dedans, mais l'extraction de ça est à la solde de compagnies qui, essentiellement, sont là pour exploiter la ressource, mais qui vont laisser sur place un gâchis environnemental qui est indéniable. Les photos sont frappantes. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à identifier ce problème-là, à mettre le doigt dessus, à mettre la lumière sur cet enjeu-là? Moi, je pense qu'on a mis justement trop de lumière sur cet enjeu-là. Ah bon? OK. Dans le sens que ça permet de dédouaner des autres transformations essentielles qu'on peut faire. Si on ne veut pas consommer de pétrole, on peut aussi changer la façon dont on le consomme pour dire on n'en produira plus parce qu'il n'y aura pas de marché. Et pendant longtemps, les environnementalistes ont mis beaucoup l'accent au Canada sur les sables bitumineux, sans parler du béton, sans parler du transport, sans parler des modes de chauffage du bâtiment. Et donc, en laissant de côté les autres enjeux qui sont plus du côté de consommation des produits pétroliers. Puis je pense que on pourrait agir de manière beaucoup plus agressive de ce côté-là, en disant, si vous voulez pas survivre comme industrie, si vous pensez que vous allez être pertinent encore, nous, on avance, puis un jour, vous aurez plus de clients, mais ça sera pas notre problème. Si on regarde, là, juste un exemple, là, le retard qu'on prend sur la voiture électrique fait en sorte qu'aujourd'hui, les meilleures voitures électriques sont faites en Chine et on empêche les citoyens d'acheter ces meilleures voitures-là. Oui, on veut mettre des tarifs pour en doubler le prix. On veut protéger une industrie en Amérique du Nord qui a décidé de ne pas bouger puis de faire semblant qu'on pouvait continuer à vivre avec des voitures à essence. Donc, ce qui fait que c'est pas seulement qu'on n'importe pas des meilleures voitures moins chères. Là, aujourd'hui, les voitures chinoises seraient moins chères que nos voitures à essence. Ben oui. Et c'est aussi qu'on n'est plus compétitif. On ne serait pas au Canada capable de construire une usine de la qualité des usines chinoises qui fabriquent des voitures électriques, qui sont presque complètement robotisées, automatisées. On n'a pas la compétence au Canada pour le faire. Et c'est ça qu'on rate aussi en faisant semblant qu'il n'y a rien qui se passe sur la planète. Mais ça m'interpelle beaucoup quand vous évoquez qu'on a trop mis de lumière sur, par exemple, les sables bitumineux, parce que où peut-on s'améliorer? Quand on regarde une province, c'est une chose. Quand on regarde le fédéral, l'État canadien au complet, c'en est une autre. Vous êtes sous l'impression que, oui, on pourrait diminuer notre consommation et notre exportation de pétrole, mais où est-ce qu'on pourrait améliorer notre bilan carbone? Vous avez évoqué le chauffage, entre autres? Le chauffage, donc au Québec, on est les plus décarbonés dans le chauffage au niveau canadien, mais on a encore de la marge où on refuse, on garde encore beaucoup de gaz naturel pour protéger pour la pointe hivernale. Dans le reste du pays, on est encore beaucoup plus au combustible fossile. Oui. Dans le transport, on pourrait accélérer. On a fait du surplace dans le transport en commun au Québec, puis dans beaucoup de places au Canada. Dans la décarbonation, autre que la voiture. Là, on fait la voiture, au moins, on a mis en place des normes qui nous amènent à zéro en 2035. Alors que l'industrie ne le croit pas encore et elle s'est pas mis à jour pour vendre les véhicules qu'il faut. Il y a dans l'industrie aussi, comment on décarbone l'industrie? Et la réponse est complexe, mais c'est là aussi que viennent les développements de propriété intellectuelle, les façons de repenser.
comment on repense l'industrie de l'aluminium, comment on repense le béton, comment on repense la sidérurgie, tout ça, comment on repense le transport lourd. On n'est pas obligé d'avoir les réponses complètes, mais si on est sérieux, on dit, nous, on veut être là où ça se passe, puis on veut travailler. Comment on décarbone le secteur manufacturier, par exemple? Ici, il y a des belles innovations potentielles. Le Québec, par exemple, aurait pu être en avance il y a 20 ans là-dedans. On n'a rien fait en se disant, c'est pas à nous. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on va acheter les technologies à l'étranger pour les installer dans nos usines parce qu'on n'a pas fait le travail de les développer. Mais pendant ce temps-là, on a à l'autre extrême, on a une première ministre en Alberta qui prend la défense de la paille en plastique quand même. Oui. Bon, ça, c'est quand même, on va dire, c'est anecdotique dans le sens que c'est une façon de détourner l'attention, là, parce que la paille en plastique est quand même pas le problème environnemental le plus important, mais ça permet de dire on veut pas toucher à aucun de nos acquis, de nos façons de faire. Mais la façon de présenter ça, pour moi, c'est de dire, quand vous défendez ça, vous défendez le passé, vous ne défendez pas l'avenir, vous ne défendez pas un pays capable de compétitionner. Là, on l'a vu, la productivité au niveau canadien recule. Okay? Donc, on est en perte de vitesse par rapport à nos autres compétiteurs, en partie parce qu'on ne fait pas le travail qu'il faut pour faire des produits pertinents avec des technologies pertinentes. Et ça, c'est très lié à la décarbonation, beaucoup plus qu'on le croit. Monsieur Mousseau, je vous remercie beaucoup d'avoir amené cet angle-là, parce que moi, je fais partie des gens en politique qui ont toujours trouvé que les sables bitumineux faisaient l'objet d'une défense monolithique de la part du gouvernement albertain et aussi une complicité du côté du gouvernement conservateur. Mais il faut effectivement s'assurer qu'on n'est pas dans des guerres de clochers et qu'on se comprenne bien que la question climatique n'est ni à gauche ni à droite, mais droit devant. Professeur de physique à l'Université de Montréal et directeur scientifique de l'Institut de l'énergie Trottier à Polytechnique Montréal, M. Normand Mousseau. Merci de nous avoir éclairé aujourd'hui sur ce sujet et je vous souhaite de joyeuses fêtes. Merci à vous aussi et à vos auditeurs. Au revoir.